ceux et celles qui ne me connaissent pas, là, je suis chargée de projet en recherche au CETAB, particulièrement en culture fruitière. Et je viens vous parler aujourd'hui d'un projet là, qui se termine, un projet de 2 ans sur les nématodes entomopathogènes utilisés contre les charançons en verger. Et on a le bonheur ou le malheur, selon les points de vue, d'avoir les deux types de charançons là, de notre côté. Donc, on a travaillé à la fois sur le charançon de la prune et sur le charançon de la pomme. Donc, on a les 2 espèces présentes dans le projet. Donc, rapido, pour être sûr qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, les nématodes entomopathogènes, on en entend de plus en plus parler comme agents de lutte biologique là, dans différentes cultures. Ce sont des vers ronds qui sont naturellement présents dans le sol, dans l'eau pelliculaire là, qui va être autour des particules de sol. Ce ne sont pas des parasites à proprement parler, mais grâce à leur microbiote ou symbiose avec des bactéries, vont causer la mort de l'insecte et donc s'y multiplier, s'en nourrir. Et donc, on n'est pas les premiers à avoir pensé à utiliser les nématodes contre le charançon de la prune. Il y a eu plusieurs essais en laboratoire. Plus d'une dizaine d'espèces de nématodes entomopathogènes ont été testées. 7 espèces ont démontré un potentiel à tuer le charançon. Et leurs performances vont vraiment différer là, selon la température, le type de sol, les conditions d'humidité. Et c'est des espèces qui vont présenter aussi des techniques de chasse différentes, ce qui peut influencer aussi les résultats là, quant au succès là, en conditions réelles. Sur le terrain, donc, on a, à travers les années, aussi réalisé plusieurs essais. Donc, dans la littérature, on retrouve certaines études qui montrent vraiment une élimination complète de l'émergence des charançons adultes suite à des applications de nématodes au sol. Donc, c'est assez encourageant. Il y a 3 espèces qui se démarquent particulièrement par leur capacité à contrôler les différents stades du charançon. On parle de Steinernema carpocapsé, Steinernema feltier et Steinernema riobravé. Je vous ai mis les 2 premières en gras parce que c'est celles qu'on a choisi d'étudier dans le cadre du projet. Rio Bravé a été éliminé principalement parce qu'il n'y a pas de formulation, en tout cas au moment de l'écriture du projet, il n'y avait pas de formulation commerciale disponible au Canada. Ça a pu changer avec le temps et c'est une espèce qui est un peu moins adaptée aux températures fraîches. Donc, elle nous semblait un peu moins intéressante là, dans nos conditions de traitement, surtout pour des traitements au printemps. Dans le cas de carpocapsé, c'est une espèce qui est plus efficace là, sur les adultes charançons et feltier a une plus grande efficacité, semble-t-il, sur les larves. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée au Québec là, sur l'application foliaire de Steinernema carpocapsé qui a montré des résultats intéressants. Cependant, ce qui limitait un peu le déploiement de la technique, c'est que sur le feuillage, on notait là, un potentiel d'infection seulement sur 48 heures. Là. Donc, après ça, comme ce n'est pas leur milieu de vie naturel, les nématodes n'ont pas nécessairement de persistance très, très longtemps sur le feuillage. Donc, ça rendait la technique assez coûteuse. Alors, les objectifs, plus précisément, c'est vraiment de développer une nouvelle méthode de lutte biologique contre le charançon de la prune à l'aide de nématodes entomopathogènes en verger de pommier. Comme je vous le disais, finalement, on a travaillé sur les 2 espèces de charançon comme elles étaient présentes toutes les 2. Et on a validé, donc, dans un premier temps, l'efficacité d'application des nématodes, donc feltier et carpocapsé, à la base du tronc. Une combinaison également de ces 2 espèces-là pour lutter contre les adultes charançons de la prune en verger. Et dans un deuxième temps, on voulait valider aussi l'efficacité d'application au sol de feltier et carpocapsé ou d'une combinaison de ces 2 espèces-là contre les larves de charançon verger de pommier, qui se trouvent dans le sol. Pour ce qui est du site d'études, donc le projet s'est déroulé au verger biologique du Boisé des Frères à Victoriaville. Donc, c'est le verger de recherche, d'enseignement et de démonstration du CETAB. On a réalisé le projet dans une parcelle irriguée et je l'ai mis en gras parce que c'est vraiment important pour le succès du déploiement des nématodes là, dans le sol. Donc, c'est une parcelle qui fait 0,5 hectares et qui a été implantée en 2013. On y retrouve 3 variétés là, dans cette parcelle, Red Free, Honeycrisp et Ruby. Et elle est sur des porte-greffes M106 et M9 affranchis, donc une parcelle en seminaire.
Voici où se situe la parcelle dans le verger. Donc, c'est ce qui est entouré en rose. Donc, elle est vraiment en plein cœur du verger. Et on connaît bien là, les deux principaux sites d'hivernement des charançons dans le verger. Donc, il y en a un qui est très, très près de la parcelle. Donc, c'est normalement un secteur où on a beaucoup de dégâts, là, ou une apparition rapide des charançons de la prune. Et même chose en bas du verger, là, donc un deuxième site d'hivernement connu. On a mis en place un dispositif en carré latin, donc avec 5 répétitions et 5 traitements que je vous détaillerai dans la diapositive suivante. Donc, vous voyez en gris, dans le fond, sur cette image-là, ce sont les ondes tampons. Donc, on faisait le projet un rang sur 2 de pommiers et on conservait là, au moins un 9 mètres là, de distance entre les parcelles traitées. Vous avez, dans le fond aussi, dans cette diapositive-là, là, les différentes variétés qui succèdent. Donc, sur un même rang, vous retrouvez les 3 variétés Honeycrisp, Ruby et Red Free. Et elles se succèdent là, au fil des rangs, de sorte qu'on avait à peu près le même nombre d'arbres de chaque variété pour chacun des traitements. Au niveau des traitements à proprement parler qui ont été faits, donc il y avait 2 périodes d'application durant la saison. D'abord, une pour les adultes. Donc, on a réalisé les traitements, les applications dès l'apparition des adultes en verger jusqu'à la fin de la ponte. Particulièrement la deuxième année, on a ciblé les fortes périodes d'activité selon les modèles présentés par AgroPomme pour vraiment cibler les moments les plus propices à nos interventions. Pour les traitements sur les larves, on a commencé à traiter de la chute des pommettes jusqu'en septembre. Donc, vous le verrez, le projet n'est pas bâti pour avoir une solution clé en main demain matin pour un producteur parce que c'est assez coûteux comme itinéraire de traitement. Mais ce qu'on voulait, c'est vraiment inonder le sol de nématodes pour valider l'efficacité de ces espèces-là dans les conditions du Québec. Et pour ce qui est des différents traitements qui sont comparés, on a comparé l'utilisation de carpocapsé seul, l'utilisation de Feltier seul. On a aussi en mauve là, le traitement Feltier et carpocapsé ensemble. Et ce qu'on a fait pour se simplifier la tâche, c'est qu'on a appliqué une demi-dose du traitement carpocapsé et une demi-dose du traitement Feltier successivement. Donc, on n'a pas créé le mélange directement dans le pulvérisateur, mais on les a plus fait de façon successive avec des demi-doses parce que c'était tout simplement plus simple. Là, les nématodes arrivent sur un substrat, soit une espèce de pâte ou une poudre, et c'est difficile de s'assurer de la répartition homogène des nématodes dans le sachet. Donc, pour éviter les biais, là, on est plus allé de cette façon-là et pour sauver aussi au niveau des coûts du projet. Mais soit dit en passant, c'est possible de faire des mélanges sur mesure advenant le cas où c'est nécessaire. Et donc, en rouge, vous avez le traitement carpocapsé au printemps, suivi de Feltier à l'été. Ça, c'est un peu ce qu'on voulait voir, là, connaissant dans la littérature la plus grande efficacité de carpocapsé contre les adultes et de Feltier contre les larves. On s'est dit, pourquoi pas créer une stratégie où on les utilise à leur optimum tous les deux, carpocapsé plus actif aussi à des températures plus fraîches. Donc, on voulait voir si ça aurait un effet là, synergique aussi de le faire comme ça. Et ensuite, on avait des parcelles témoins où il n'y avait tout simplement aucune application de nématode. Et donc, pour les traitements, c'était des applications aux 7 jours, là, comme le recommandent les étiquettes, avec des taux d'application recommandés de 4 millions de nématodes par arbre. Comme je vous disais, on s'est fié aussi au modèle prévisionnel là, pour les meilleurs jours de pente là, pour adapter un petit peu. Fait que des fois, ça a décalé un peu dans le temps, mais grosso modo, c'est ce qui était fait. On a fait un total de 4 traitements sur les adultes en 2019 et de 2 traitements en 2020 sur les adultes. Pourquoi 2 traitements? En toute honnêteté, ce n'est pas ce qui était souhaité. Mais on a embauché quelqu'un pour faire des pulvérisations de soir et malheureusement, on est tombé sur quelqu'un de pas fiable qui n'a pas fait les traitements. Donc, il y en a eu uniquement 2 en 2020. Et je suis certaine qu'ils ont été faits. Je les ai réalisés moi-même lors de périodes de pic de ponte, donc vraiment dans les moments optimales. Cette petite erreur-là nous permet toutefois de voir, là, vous allez voir dans les résultats qu'il y a peut-être un potentiel à diminuer le nombre de traitements puis avoir quand même une certaine efficacité. Au niveau des applications sur les larves, c'est 9 applications qui ont été réalisées les 2 années, de la mi-juillet jusqu'en septembre. Et j'ai mis un petit astérix sur les 9 applications
parce que on dirait que tout ne pouvait pas aller rondement dans ce projet-là. On a eu des problèmes de moisissure en 2019, donc on s'est retrouvé à faire 3 traitements là, dont on doutait de la qualité, puis le temps qu'on puisse en réagir, là, parce que c'est pas nécessairement facile d'avoir rapidement des nématodes. 3 semaines se sont écoulées, donc on avait poursuivi les traitements, mais la viabilité des nématodes là, a été remise en cause, puis par des extractions, on a validé qu'effectivement, il n'y avait plus beaucoup de survie là, dans ces sachets-là. Ce qui m'amène à vous faire une petite mise en garde sur les traitements. Je le fais là juste pour que vous ayez tout ça en tête, là, mais bon, les nématodes ont besoin d'un milieu humide pour se mouvoir et infecter leur hôte. Donc, c'est important de bien préparer la parcelle, que le sol soit humide pour qu'il puisse se déployer. Ils sont très sensibles à la sécheresse et aux rayons UV. Donc, il faut absolument faire les traitements de soir. Et pour les producteurs bio, il faut faire attention parce que nématode, ça nous semble évident que c'est un agent de lutte qui va être admis en production biologique, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui proposent un produit qui est homologué. Donc, ça joue beaucoup. Là, en fait, c'est la composition du substrat qui fait que pour certaines compagnies, ce n'est pas possible de les utiliser pour la certification biologique. Donc, juste à faire attention. Quand vous magasinez le produit, là, les prix varient beaucoup et il faut vraiment valider avec notre certificateur là, que le produit est homologué. Nous, on a travaillé lors de la 2e année, suite à nos nombreux déboires de la première année, avec AF Global, avec qui on a eu un excellent service. Sans vouloir faire de pub, là, ça a vraiment été une solution gagnante pour nous. Et en plus, ben, comme ils sont à Lévis, au niveau la période de transport ou tout ce qui peut arriver là, au niveau du transport, mais c'est facilitant, comme ils sont au Québec, là, de limiter les problématiques reliées au transport et à la conservation à ce moment-là. Et comme je vous mentionnais, nous, on a eu des problèmes de moisissure. Puis sur les étiquettes, la première année, on avait commandé tous les nématodes pour l'été. Les dates de péremption, bon, le nématode était comme bon pour 4 mois. Donc, on s'est fié là-dessus en se disant qu'on était correct. Mais c'est là qu'on a eu des problèmes, là, donc problèmes de moisissure et tout ça. Donc, faire attention aux dates de péremption trop lointaines. Je pense qu'il faut prévoir peut-être, c'est sûr qu'il faut prévoir nos besoins à l'avance pour pouvoir s'approvisionner, mais en même temps, reste que la durée là, de conservation est pas mal plus d'1 mois normalement pour ce genre de produit-là. Donc, petite parenthèse. Donc, j'en reviens à mes objectifs. Le premier, c'était vraiment de lutter contre les adultes. Donc, on a voulu vraiment cibler le moment de leur arrivée en verger. Donc, on sait les sites d'hivernement. On savait les arbres qui étaient souvent le plus touchés en premier. Donc, on a installé des pièges barbares le long des sites d'hivernement pour vraiment détecter leur arrivée en verger et démarrer le projet là, dès le départ. Au niveau de la méthodologie, là, pour évaluer l'efficacité sur les adultes, on a utilisé des pièges-troncs. Donc, le principe est très simple. Les charançons vont généralement là, monter le long du tronc pour se rendre aux fruits et aux branches. Et donc, c'est des insectes qui volent très peu et ils vont à ce moment-là se retrouver dans le piège-tronc et être capturés là, dans le réceptacle qui est juste au-dessus. Mais vous allez voir, tout n'est pas parfait. Et on a également fait une évaluation des dégâts sur les fruits en juillet, donc 500 pommes qui ont été évaluées là, pour chaque année dans l'ensemble du dispositif. Puis c'est 50 pièges troncs qui ont été installés et relevés 2 fois par semaine. Ensuite, on avait vraiment sous-estimé le déplacement des charançons sur le palissage. Donc, un peu naïvement, on se disait, on va traiter à la base des troncs, puis les charançons qui réussissent à monter dans l'arbre, c'est des charançons qui n'ont pas été tués par notre traitement. Donc, c'était notre façon d'évaluer l'efficacité des différents traitements appliqués. Malheureusement, comme c'est une parcelle qui est palissée, on a vu en cours de saison que les charançons se déplaçaient sur le palissage. Donc, il y avait beaucoup de déplacements horizontaux qui n'étaient pas nécessairement anticipés, en tout cas pas dans cette envergure-là. Et donc, en 2020, on a choisi de faire de la capture de charançons adultes et de les mettre sous les cages pour directement voir l'efficacité du traitement. Donc, ces 3 périodes de battage qui ont été réalisées dans le verger, au total, on a capturé 120 charançons adultes qu'on a répartis dans 2 cages par traitement.
On a donc 24 charançons de la pomme et 6 charançons de la prune dans ce cas-là. Vous allez voir, les populations de charançons de la prune étaient vraiment plus faibles en 2020. Donc, ça a été difficile d'en trouver davantage. Et ce qu'on a fait, c'est évaluer la survie une semaine après le traitement. Donc, pour les résultats là, sur les adultes, au niveau des pièges-troncs, en 2019, c'est 33 émergences qu'on a eues dans les pièges-troncs. Bien, émergences. 33 captures, en fait, parce qu'on ne parle pas d'émergence à ce moment-ci. Et on n'a vu aucune différence significative dans les traitements. Comme je vous disais, les déplacements latéraux ne nous ont pas vraiment permis d'utiliser cette méthode-là pour valider l'efficacité de nos traitements. Et en 2020, c'est seulement 7 captures qui ont été réalisées dans les pièges, aucune capture dans les parcelles traitées par Stenernema carpocapsé. Au niveau des dégâts sur les fruits en juillet, donc sur les 500 pommes observées dans la parcelle, en 2019, on avait 30 des pommes qui étaient endommagées par les charançons. Plus précisément, c'est 119 pommes par le charançon de la prune et 8 par le charançon de la pomme. En 2020, on se retrouve avec seulement 5 des pommes qui étaient endommagées par le charançon, soit 16 par le charançon de la prune et 7 par le charançon de la pomme. Et pour les 2 années, encore une fois, on n'observe pas de différence significative entre les traitements pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que cette baisse assez drastique des populations de charançons nous a questionnés. Puis, ce que je dois vous dire, c'est qu'en 2019, il y avait quand même beaucoup d'interventions contre le charançon en verger. Donc, on avait un projet sur l'utilisation du kaolin dans une parcelle, une nouvelle formulation, et c'était relativement efficace là, comme produit. Donc, probablement que ça a diminué un peu la ponte, du moins dans cette parcelle-là. Mais je pense que ce qui a le plus impacté les populations de charançons, c'est vraiment notre projet actuel sur les nématodes où on a fait la récolte de pommettes au sol. Un peu partout dans le verger, là, à l'exception de la parcelle où on faisait le projet. On est allé récolter des pommettes qui présentaient des dégâts pour la deuxième étape du projet, ce qui explique probablement le passage de 30 de dégâts à seulement 5. Donc, le résultat le plus intéressant, c'est probablement ce qui a trait à la mortalité dans les cages là, une semaine après le traitement, donc le projet qu'on a réalisé en 2020. Et là, malheureusement, vu le faible nombre de charançons qu'on a capturés, on n'a pas pu faire d'analyse très, très formelle là-dessus, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans le fond, dans les traitements qu'on avait où on avait une combinaison de Felletier et de carpocapsé. Vous voyez, la première colonne, c'est le nombre de charançons vivants qu'on a retrouvés. Donc, dans le traitement combiné, on a seulement 5 charançons vivants versus une vingtaine là, dans les autres traitements. Et pour les charançons morts, je vous présente les deux, là, en fait, qui normalement devraient être une addition, mais des fois, on a perdu des individus en cours de route. Là. On se trouve avec 25 charançons morts là, versus 2 à 8 charançons dans les autres traitements. Donc, il semble y avoir un effet intéressant là, de la combinaison de Felletier et carpocapsé contre les adultes. Deuxième partie du projet, donc notre deuxième objectif était vraiment de regarder l'effet sur les larves et les pupes. Et c'est là qu'on avait le plus grand espoir parce que les pupes sont immobiles dans le sol. Donc, contrairement aux adultes qui doivent passer dans le produit, puis on espère que les nématodes vont avoir le temps de l'infecter, là, on parle d'un stade un peu plus vulnérable pour les larves et les pupes là, face à des nématodes entomopathogènes qui sont dans le bon milieu en plus dans le sol. Donc, rapidement, il faut savoir que comme le charançon complète sa nymphose dans le sol, les pupes sont présentes là, entre 1 et 8 cm du sol, puis c'est la zone parfaite pour l'action de Felletier et carpocapsé lorsque le sol est assez humide. Alors, pour valider cet objectif-là, et nos hypothèses, on a récolté un maximum de pommettes avec des dégâts de charançon au sol en 2019, comme je vous l'expliquais tantôt, et on les a récoltés dans les arbres en 2020. On a disséqué cinquantaine de ces pommettes-là qui présentaient des dégâts de charançon en laboratoire pour évaluer le taux d'occupation par les larves ou les œufs, sachant qu'il y a probablement des cicatrices où il n'y avait pas nécessairement de ponte ou encore des larves des œufs qui ne se développaient pas, qui mouraient tout simplement. Donc, en 2019, le taux d'occupation était seulement de 12 et en 2020, on parle de 53 d'occupation. Donc,
en 2019, voyant un taux d'occupation assez faible après notre récolte au sol, on s'est dit, bon, ben, peut-être qu'on devrait aller chercher les pommettes un peu plus tôt dans le cycle de développement de l'insecte et les prendre directement dans les arbres. Puis bon, ça semble avoir porté fruit là, au niveau du taux d'occupation qui était beaucoup plus élevé en 2020. Je vous présente rapidement la dissection laboratoire. Donc, vous avez à gauche, là, sur la pommette qui est verte, un œuf là, dans la petite pochette protectrice là, sous la cicatrice fait par le charançon de la prune dans les fruits. Et à droite, vous avez la larve qui se développe dans le fruit. Et là, on s'est vraiment basé, c'est uniquement pour le charançon de la prune, cette partie de l'expérience. On n'est pas allé au niveau du charançon de la pomme dans ce cas-ci. Donc, c'est 55 pommettes par piège qui ont été installées en 2019 dans 25 pièges là, répartis à travers le dispositif expérimental. Donc, on a mis à peu près 7 larves par parcelle en 2019. En 2020, on a mis 33 pommettes par piège dans un total de 50 pièges. Et on a choisi de mettre les pièges à émergence, en mettre 50 plutôt que 25 pour un peu mieux répartir là, le nombre de pommettes. On ne se cachera pas, je vais vous montrer dans la photo suivante, là, mais ça fait vraiment un tapis de pommettes à la surface de la chaudière. Puis on avait l'impression qu'en décomposition, ça pouvait un petit peu limiter l'émergence des adultes et nuire là, à notre succès d'émergence. Donc on a regardé ça. On a mis 35 larves donc, par parcelle en 2020. Pour un total de 875 individus. Là, ben, on a mis, en fait, c'est ce qu'on a estimé d'après les taux d'occupation. Donc, les pièges à émergence sont creusés dans le sol. Là. La première année, on les avait creusés d'une dizaine de centimètres parce que selon la littérature, les pupes étaient entre 1 et 8 cm. Et la deuxième année, on les a creusés davantage parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des pupes là, qui descendaient encore plus bas. Donc, après avoir retiré les pièges la première année, on a vraiment creusé les pièges pour voir s'il restait des individus, si le piège était efficace. Et on s'est aperçu que peut-être des individus avaient pu s'échapper étant plus profondément enfouis que ce qu'on pensait. Ces pièges-là sont donc surmontés d'un grillage là, par lequel le charançon monte et avec un entonnoir inversé et un pot de collecte. Donc, dès l'émergence des adultes du sol, là, normalement, ils se retrouvent dans le pot de collecte au-dessus. Alors, ils sont installés, ces pièges-là, la deuxième semaine de juillet. On a commencé à voir les premières captures au début août. Voilà ce que ça a l'air, dans le fond, les pommettes dans le piège à émergence là, avant qu'on le recouvre de son filet et de l'entonnoir. Donc, ça fait vraiment un tapis de pommettes. Et en fin de saison, là, vous le voyez sur l'image de droite, c'est les pommettes en décomposition là, avec du sol à travers. Puis, bien entendu, on a dû entretenir là, un peu les pièges pour que l'herbe ne monte pas trop haute là, parce qu'on est vraiment dans un couvre-sol permanent enherbé. Alors, les résultats, on n'a pas eu des gros taux d'émergence, malheureusement. Là, on est à 29 émergences là, dans tous nos pièges en 2019. Mais les résultats sont vraiment intéressants et probants, vous allez le voir. Donc, dans le graphique, vous avez le nombre d'adultes charançons qui émergent des pièges selon les traitements qui ont été effectués. Donc, en bleu, Felletier seul, en mauve, Felletier et Carpocapsé combiné. Pour le traitement Carpocapsé seul, vous voyez aucune émergence et Carpocapsé suivi de Felletier en rouge et les témoins en jaune. Donc, on observe un effet significatif là, de l'utilisation d'une combinaison de Felletier et Carpocapsé comparativement aux témoins. Et on voit aussi, bon, comme je vous le disais, aucune émergence au niveau du traitement carpocapsé, donc une différence significative avec le témoin. Ça laisse présager quelque chose d'intéressant. Et bon, on se disait, on va retourner en 2020 avec des populations encore plus importantes. Et on devrait être capable de voir la même chose. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Nos émergences ne sont pas plus élevées, donc c'est semblable, mais on se trouve avec les mêmes tendances, ce qui me rend confortable à dire que ça marche. Donc, la combinaison de Felletier et Carpocapsé, encore là en mauve, et l'utilisation de Carpocapsé seul permet de réduire l'émergence des charançons adultes là,
lorsqu'on fait des applications au sol sur les larves et les pupes. On voit une différence significative avec le témoin. Puis pour les 2 années, bien, Feltier, il y a des tendances qui ne sont pas significativement différentes du témoin, mais probablement qu'il y a une certaine efficacité de Feltier, mais pas aussi grande là, que pour Carpocapsé. Et avec les taux d'émergence qu'on a, ben, il va falloir continuer à creuser la question, mais je pencherais davantage là, pour poursuivre les essais avec Carpocapsé. Je vous en parle brièvement là, parce que le temps file, là, mais je vous ai parlé de l'importance de l'irrigation. Nous, ce qu'on avait fait pour le projet, c'est ajouter une période d'1 heure d'irrigation avant le traitement. Et on répétait cet ajout-là là, 24 et 48 heures après pour vraiment maintenir le sol le plus humide possible puis s'assurer que les nématodes restent actifs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec notre système d'irrigation, on ne réussit pas nécessairement à augmenter de beaucoup l'humidité du sol. Donc, ça ne fait pas des coups d'eau comme la pluie le ferait. Puis le graphique que je vous présente, dans le fond, c'est l'humidité, la teneur en eau du sol à différentes profondeurs. Donc, vous avez la ligne pleine là, qui est à 10 cm. On suit à 15 cm, 20 cm et 25 cm. Et les petits arrosoirs représentent les épisodes d'irrigation et les nuages, les épisodes de pluie. Puis on voit probablement que comme notre sol est enherbé puis que les buses qu'on utilise, je vous ai mis une photo, je suis désolée, je prends très peu de photos de l'irrigation, puis la seule que j'avais, il y avait un petit renard dessus. Donc, vous allez la buse, là, ça fait vraiment une petite bruine, probablement que le couvre-sol absorbe la majorité de la pluie, puis ça ne se rend pas nécessairement en profondeur. Donc, pour optimiser les traitements, on veut aussi travailler là-dessus. Là. On pense qu'on pourrait améliorer le succès de la technique encore en jouant sur ces aspects-là. Et donc, j'ai d'autres données à analyser, là, mais ça devrait suivre dans le rapport également. Au niveau des coûts, comme je vous disais, a priori, le projet est vraiment là pour valider l'efficacité de ces agents-là, mais pas nécessairement avoir une recette applicable demain matin pour le producteur. Donc, je vous donne les coûts, mais c'est des choses sur lesquelles on veut travailler très certainement à améliorer, soit travailler sur les doses ou le timing. Donc, la dose qui est recommandée, c'est 4 millions de nématodes par arbre. Un sachet de 50 millions, le prix varie de 21,50 à 99 et 95. Donc, il y a vraiment, d'une compagnie à l'autre, des différences de prix incroyables. Et nous, on a eu l'occasion de magasiner là, après nos déboires de la première année, là, puis la moisissure, puis prenez le temps de magasiner, ça vaut la peine. Donc, le coût par arbre par application est de 1,72, ce qui donne à peu près un coût de 1 000 $ à l'hectare par application. Donc, c'est quand même assez dispendieux, d'où l'intérêt de travailler sur le timing et les doses. Alors, en conclusion, ce qu'on voit, c'est qu'une combinaison de Feltier et Carpocapsé semble efficace contre les adultes charançons de la pomme et de la prune. Et que pour les larves, c'est vraiment Carpocapsé qui se démarque. Seul ou en combinaison, ce que j'ai l'impression, c'est que l'agent le plus efficace, c'est vraiment Carpocapsé. Puis comme la combinaison, c'est une demi-dose de Carpocapsé et une demi-dose de Feltier, ben probablement qu'une dose réduite de Carpocapsé pourrait tout simplement faire l'affaire sur les larves. Ça reste à investiguer et c'est ce qu'on va faire dès l'été prochain, là, travailler sur les timings de traitement, réduction des doses. Donc, on pourra vous revenir avec plus de détails là-dessus quand on aura eu la chance d'expérimenter. Au niveau des conclusions aussi, je pense qu'il a été frappant dans le projet, c'est que la récolte des pommettes au sol est définitivement un moyen de réduire de beaucoup la pression de charançon. La chercheuse en moi trouve ça difficile, mais on a quand même réussi à réduire de beaucoup les populations. Puis on veut travailler sur la mécanisation là, de la récolte des pommettes dans le cadre de la vitrine technologique que je vous présente rapidement. Donc, la vitrine a démarré cette année. Ça a été beaucoup ralenti là, par du mouvement de main-d'œuvre de notre côté et la pandémie, bien entendu. Mais c'est un projet sur le verger écologique de demain. Donc, une vitrine qui a cours au verger du CETAB avec différents partenaires. Et ce qu'on espère faire en 2021 et 2022, c'est des portes ouvertes ou des visites virtuelles. Puis, il y aura des fiches techniques et des vidéos qui seront publiées également sur différents aspects là, conduite, éclaircissage. Donc, conduite, on parle de multitige, on parle de conduite salsa, on montre différentes choses dans le pommier et dans le poirier. Éclaircissage mécanisé là, via différents outils manuels ou motorisés. Sur les couvre-sols, on parle de mécanisation, de robotisation de la tonte et également de couvre-sol fleuri
On va présenter aussi différents types de filets d'exclusion, donc monoparcelles, différents fabricants du monorang aussi, avec différents types de filets. Travailler sur différents éléments de gestion des ravageurs, pulvérisateurs. On veut travailler sur l'ergonomie et la mécanisation de la récolte et différents éléments de biodiversité. Donc, je vous reviens avec des dates là, dès qu'on en sait plus, mais c'est à suivre pour les prochaines années. Et voilà, merci beaucoup. Donc, le projet a été réalisé grâce à de nombreux participants, dont la photo de nos 2 gérants de verger là, qui se sont succédés au fil du projet. Donc, un merci spécial à eux. Voilà. Merci beaucoup, Noémie. Tu as pris tout ton temps, mais puis ça a l'air que tu as captivé les gens au point qu'ils ont oublié de poser des questions. Moi, j'en avais, mais je n'ai pas l'opportunité de les écrire. Peut-être que je peux t'en poser quelques-unes. Ben oui. Puis, ça va être quelques questions seulement, étant donné l'heure. Peux-tu me rappeler les traitements de tes pommettes avec des nématodes? Comment ils étaient appliqués, les nématodes? C'est les chaudières, hein? Dans le fond, sur les pommettes, là, c'était vraiment dans des pièges à émergence. C'est basé, la base, c'est une chaudière qui est surmontée d'un, je vais mettre l'image, là, qui est surmontée, dans le fond, d'un moustiquaire, là. Donc, Mais les nématodes étaient appliqués comment? En trempant les pommettes, en pulvérisant les pommettes? Comment ça te fait? Oui, exactement. C'est de la pulvérisation, dans le fond, un pulvérisateur sac à dos. Donc, on faisait les mélanges d'eau et de nématodes directement sur les pièges et sur les arbres de la parcelle. Donc, on pulvérisait le piège comme s'il était un arbre, finalement. Le piège avant de poser le moustiquaire dessus, là, évidemment. Bien, en fait, il y a eu les 2 façons de faire. On a essayé des applications à travers le moustiquaire et en l'enlevant. On a fait les 2. Parce que l'eau percolait quand même bien, là, les mailles étaient assez grosses pour que l'eau puisse pénétrer. Donc, on a fait les 2 manipulations, là, mais c'est ça, on s'est aperçu que même en n'enlevant pas le moustiquaire, là, les pommettes étaient bien mouillées puis recevaient des nématodes au sol aussi. Okay, ben, mais les résultats que tu as présentés, c'était pour quel type d'application finalement? Les résultats que tu as présentés pour ce volet-là dans les chaudières, est-ce que c'était une application avec moustiquaire? Oui, ben en fait, c'est qu'on il y a un technicien qui était un peu paresseux et qui voulait pas les enlever. Donc, on a validé que le produit se rendait bien. Puis, on faisait des extractions de nématodes. Donc, on sait que les nématodes se rendaient là, au fond de la chaudière. C'est que les deux techniques ont été utilisées. Fait que moi, j'enlevais le dessus du piège pour faire les applications, mais il était arrivé que les applications étaient faites directement à travers le moustiquaire aussi. D'accord, mais merci. Ça répond bien? Oui. Oui, 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 excellent. Écoute, je pense que tu as donné le temps. On va passer à la prochaine conférence. Je te remercie beaucoup. Merci.